68 millions de Français, presque 52 millions en âge de voter, seulement 48 millions, 48, 49 millions inscrits sur les listes électorales. Comment prendre le pouls de cette population? Comment connaître ses aspirations? Comment savoir dans quelle direction aller pour satisfaire ses aspirations? Le problème pour une société humaine, c'est la multitude. Je cite Sartre. L'enfer, c'est les autres. Alors bien sûr, c'est sartrien. Mais l'enfer, non, ce n'est pas nécessairement les autres. Au sens où chacun peut appliquer cela à l'autre, et pas à soi, alors que soi-même, on peut être l'enfer de l'autre. Mais je ne suis pas là pour philosopher. Je dis simplement que arriver à une harmonisation des désirs, des pensées, tout en conservant son identité, son individualité, c'est un exercice malaisé lorsque l'on prétend faire fonctionner le pouvoir du peuple par le peuple, ce qui est en gros la définition de la démocratie, le pouvoir au peuple. On vient de vivre une expérience assez singulière et assez révélatrice, c'est l'expérience d'une réélection d'un homme qui a été identifié comme un homme dangereux, gouvernant contre l'intérêt du peuple, allant même au-delà, martyrisant le peuple, blessant ce peuple, tuant ce peuple. Ce type-là, rejeté à 80%, d'après de multiples études, de multiples enquêtes, de multiples sondages qui ont été réalisés tout au long de ces 5 dernières années. Et voilà-t-il pas que ce garçon-là, détesté, honni, haï par 80% des Français, se trouve réélu, j'allais dire presque magistralement. Indéniablement, il y a eu fraude, une énorme fraude. Comme en atteste par exemple ce reportage de France 2 qui, à 20h, aux alentours de 20h, annonce une quasi-égalité entre Macron et Le Pen, même davantage, un léger avantage à Le Pen, et quelques heures plus tard, les résultats se mélangent. Madame Le Pen perd 1 300 000 voix, l'autre en gagne 5 millions, pour arriver au résultat que vous savez. Et puis bon, beaucoup de plaintes ont été déposées, émanant de diverses associations, plaintes auprès du Conseil constitutionnel, y compris plaintes auprès de la Cour de justice. Il y a manifestement, indéniablement, une fraude. En tout cas, sans vouloir être absolument affirmatif, la suspicion est très forte. Le soupçon est très fort dans cette affaire. Soupçon de fraude, il est très fort. Une fraude importante. Voyons, Macron a perdu son parti, La République en marche arrière, a perdu toutes les élections intermédiaires au cours de son mandat. Et il ne les a pas perdues de peu, non. À chaque fois, ça a été des défaites cuisantes, que ce soit les élections municipales, que ce soit les élections départementales, que ce soit les élections régionales. Il les a toutes perdues. Et, comme par miracle, comme par enchantement, les Français se seraient déjugés et auraient trouvé un attrait extrêmement puissant à nouveau en quelques semaines à Macron et à son parti. Par ailleurs, je ne vois absolument pas pourquoi, à l'occasion d'un rendez-vous national de cette importance, on confie la gestion du comptage des voix, la concentration des résultats à une entreprise états-unienne
il a fallu que tous ces résultats traversent l'Atlantique, soient gérés, digérés et renvoyés comme il convenait au ministère de l'Intérieur. D'où c'est raté, y compris sur la chaîne nationale France 2 aux ordres de Macron. Au cours d'un événement comme celui-là, un suffrage national qui doit être géré par l'État, ses services, je ne vois pas pourquoi on fait appel à des sociétés étrangères, états-uniennes, dominion pour ne pas la citer, qui est entre les mains de la haute finance, BlackRock, McKinsey. Pourquoi faire traverser les résultats, leur faire traverser l'Atlantique pour être truqués, manipulés et ressortir tels que les tenants du nouvel ordre mondial, M. Schwab par exemple, qui a été mis en difficulté, le président du Forum des riches, qui se tient à Davos. Pourquoi ces gens-là doivent-ils impérativement être les destinataires, concentrer les résultats et les renvoyer en France? Bonne question, diraient les simplets. Je suis un simplet. Je pense que cette question est bonne. Elle paraît naïve, mais elle est bonne. Elle est excellente. Je pense que même truqué, le problème est aussi ailleurs. Il n'est pas uniquement dans le trucage des résultats. Le problème, il est ailleurs. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui détermine vos choix? Qu'est-ce qui détermine vos choix? Dès le lever au matin jusqu'au soir au coucher. C'est d'essayer de vivre le mieux possible. Et je vais user d'un mot que les bouddhistes connaissent bien, la souffrance, d'écarter toute forme de souffrance. Mais pour cela, vous êtes obligé de tenir compte du comportement, de l'attitude, des positions des uns et des autres. Car vous n'êtes pas unique, vous n'êtes pas seul. Vous êtes dans l'interaction permanente. Vous êtes obligé de compter sur l'action des uns et des autres. Vous n'êtes pas unique dans cette société humaine et en particulier dans cette société française. Il y a des interactions qui peuvent être bénéfiques, qui peuvent être maléfiques, qui peuvent être positives, qui peuvent être négatives. Tout au long d'une journée, tout au long d'une semaine, tout au long d'un mois, tout au long d'une année, au cours d'un mandat d'un président de la République, puisque nous sommes sous un régime républicain. C'est ce que nous venons de vivre. L'enfer, c'est une référence chrétienne, mais c'est l'enfer. Avons-nous souhaité élire un diable qui allait nous faire vivre l'enfer? Pas du tout. Alors pourquoi en sommes-nous arrivés là? Eh bien, nous sommes faillibles. L'être humain est faillible. En quoi est-il faillible? Eh bien parce que l'être humain, pour pouvoir vivre un minimum dans la concorde avec ses congénères, doit faire confiance. Il y a cette notion de confiance. Une société humaine qui compte près de 70 millions d'habitants doit se donner des règles pour que ne surviennent pas des tensions exacerbées à chaque instant, pour qu'il y ait ce minimum de discipline qui permet en réalité la liberté. Je ne parle pas de la sécurité mise en avant par les fous, par certains fous qui veulent atteindre le pouvoir. C'est des obsédés de la... Non, moi les Robocop, si j'avais à prendre le pouvoir, dissolution immédiate de tous les Robocop. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, on peut obtenir la discipline de bien d'autres façons et de façon bien plus efficace que d'envoyer des Robocop qui n'ont rien sous le casque et qui tabassent, qui sont capables même de tabasser, de massacrer père et mère. Bon, on l'a vu sous tous les régimes les plus détestables, c'est comme ça que sont recrutés les Robocop. Ils sont incapables de faire autre chose. Je me souviens toujours de ce qu'avait dit le général de Gaulle par rapport à la police. À ce propos, j'aime citer de Gaulle lui-même, qui disait « Si les policiers n'étaient pas bêtes, ils ne seraient pas des policiers. » Ça veut tout dire. Qu'est-ce qui détermine vos choix?
Eh bien, ce qui détermine vos choix, c'est le discours des autres, de ceux qui sont appelés à organiser ce vivre ensemble, cette concorde. Et ce discours, il est tenu au sein des partis politiques. Certains ont la parole facile, l'éloquence, mais la grandiloquence n'est pas synonyme de clairvoyance. Loin s'en faut. Je ne crois pas, moi, aux partis politiques. Je suis comme Madame Simone Veil, encore une fois, pas Simone Veil qui a été ministre de la Santé de Giscard, non, la philosophe. Les partis portent en eux les germes de la corruption. Donc il faut arrêter avec les partis politiques. Je suis pour une démocratie directe, vous, ceux qui me suivent depuis des années le savent. Donc au sein de ces partis politiques, ce sont leurs chefs de file, leurs porte-parole, qui tiennent donc ces discours qui sont censés vous convaincre de la bonne orientation de leur programme, de leurs bonnes idées, de leur bonne idéologie, qui s'appuie sur des idéaux qu'ils pensent être partagés, largement partagés, ce qui n'est pas le cas. Prenons par exemple un Zemmour, obsédé du sécuritaire, obsédé de l'ostracisme, obsédé du racisme et de la xénophobie. Il s'imagine que tout le monde pense comme lui. Non, pas du tout. La preuve, c'est qu'il a atteint quoi, péniblement 7% des voix. Péniblement 7% des voix. Ça veut bien dire que ces idées sont ultra minoritaires. Elles ne correspondent pas du tout aux besoins urgents des gens. Il y a plus de 10 millions de pauvres, il y a 15 millions de personnes qui vivent dans la difficulté en France. Qu'est-ce qu'attendent ces gens-là qui ont été abandonnés lâchement, et je vais en dire un mot, par ceux qui sont censés les défendre, les représenter? Ils attendent quoi? Ils attendent du concret, une amélioration immédiate, matérielle. Je suis toujours pour le revenu minimum d'existence, qui n'a rien à voir avec un revenu universel des ultra-riches, des capitalistes financiers incarnés par Macron, pas du tout. Le revenu minimum d'existence tel que je le conçois est destiné à vous libérer, à vous affranchir. Le revenu universel imaginé par les ultra-riches, parce qu'ils savent qu'il n'y aura plus de boulot à terme. Il n'y aura plus de boulot, la valeur travail a beau être mise en avant. Quand il n'y a pas d'emploi, il n'y a plus d'emploi. Donc c'est un revenu destiné, au contraire, à vous contraindre, à obéir à leurs règles, à devenir en réalité une main-d'œuvre taillable, corvéable à merci. Voilà la grande différence. La France insoumise se rapproche de ça parce qu'elle considère la valeur travail comme étant essentielle. D'accord, je veux bien croire que la valeur travail est une bonne valeur, mais le travail tel qu'il est organisé dans les sociétés ultralibérales et libérales, ce n'est pas un travail destiné à épanouir la personne. C'est au contraire un travail qui est destiné à avilir les personnes, à les esclavagiser, à les faire souffrir. Et on revient au mot de souffrance. La souffrance. Sommes-nous nés pour souffrir? Je ne le pense pas. Je n'arrête pas de vous dire, à la fin de mes vidéos, je le fais moins ces derniers temps pour qu'elles ne soient pas trop longues, cultivez le bien-être. Le bien-être, c'est quoi? C'est à partir du moment où vous êtes dans cet état d'esprit, eh bien, vous êtes invulnérable. Mais vous n'en avez pas conscience, beaucoup n'en ont pas conscience et n'utilisent pas cette force. Nous avons de l'énergie qui nous vient de la nourriture que nous consommons, qui se transforme en énergie, c'est notre carburant. Mais nous avons l'énergie universelle, inépuisable, qui nous vient de l'univers, qui nous vient du cosmos. Quand vous combinez ces deux énergies, vous êtes invulnérable. Mais si vous voulez utiliser l'énergie inépuisable de l'univers, vous devez cultiver le bien-être. Parce que dans ces conditions, alors, vous sentez que rien ne vous est impossible. Vous comprenez, c'est un état d'esprit, c'est un état d'âme. Or, voilà, beaucoup de gens se laissent apprivoiser par des bonimenteurs, se laissent duper par des gens qui ont le verbe facile, qui ont l'éloquence, qui peuvent, parce que ça vous transporte un temps dans un état que je viens de décrire, de bien-être, parce que ces gens-là, l'espace d'1 heure ou 2 heures,
prenne en charge votre souffrance, mais à travers quoi? À travers des mots, des images. Mais le rêve d'un instant est très rapidement rattrapé par la réalité, par le concret, par les difficultés au quotidien. Vous savez, le conditionnement des esprits, c'est Platon le philosophe, vous savez, dans l'allégorie de la caverne, qui nous fait comprendre que nous vivons dans l'illusion, que nous sommes prisonniers de nos jugements, de fausses idées reçues, des idées reçues, de fausses croyances. Et cela nous empêche de vivre dans la vérité. Je renvoie à tous ceux que cela intéresse à cette allégorie de la caverne. Je l'ai utilisée quelquefois dans mes vidéos. Eh bien, c'est cela actuellement, la France. La France, elle est prisonnière la plupart des Français sont prisonniers dans cette caverne qui dispense uniquement, qui déverse uniquement de l'illusion. Le conditionnement des esprits, il est assez facile à faire, et certains le savent. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, ces gens qui incarnent des partis politiques, censés porter des programmes, des idées, destinés à nous rendre la vie plus facile, meilleure, sont capables de vous faire croire, à partir de propos viciés, spécieux, c'est-à-dire faux, on est là avec des faussaires tels que Macron, qu'ils veulent votre bien alors qu'ils vous disent très nettement qu'ils s'engagent sur des voies qui ne résistent pas à l'analyse et qui sont des voies pour vous tordre, pour vous rendre malheureux. Ils sont capables de vous dire avec un calme confondant, benoîtement, mais plus vous irez mal, mieux ça ira pour vous. Et qu'entendez-vous quand un Macron vous dit ça? Eh bien, qu'entendent des millions de gens? Oh, mais oui, Macron est un dieu, oui, il a raison, souffrons, souffrons de concert, souffrons ensemble, nous irons de toute façon mieux, puisqu'il l'a dit. Il nage dans un paradoxe que vous ne discernez pas. Par exemple, ils sont capables de vous dire, et ça c'est le discours récurrent d'un Macron, le psychopathe, de vous dire, plus vous allez souffrir, mieux vous vous sentirez. Vous voyez, c'est un petit peu la flagellation permanente, soi-disant que le bonheur passe par la flagellation, l'autoflagellation permanente. Vous voyez bien que là, on a trituré vos esprits, on vous a transformé en zombie, incapable de lucidité, de clairvoyance, de discernement. Vous avez alors perdu votre esprit critique, vous avez alors perdu l'autonomie de vos pensées, de votre pensée, de vos réflexions, ce qui est dramatique. Dramatique pour vous, mais également pour la communauté dans laquelle vous vivez. Communauté qui dès lors part à volo. Sachant cela, depuis longtemps, j'avais opté pour l'abstention comme étant un acte politique majeur pour délégitimer toutes les élections. Car quand vous passez de 80% de taux de participation à 20%, lorsque vous êtes élu, je prenais l'exemple du général de Gaulle, vous êtes élu avec 80% de participation. Vous êtes légitime. Lorsque vous êtes élu, comme ont été élus la plupart des députés en 2017, avec un taux de participation qui n'excédait pas parfois 20%, quelle légitimité avez-vous? Et vous vous trouvez dans les rangs de la majorité la plus criminelle que la France ait connue depuis Pétain, en votant des lois absolument liberticides. Par parenthèse, extrêmement important, la justice allemande a menacé les députés allemands de les poursuivre en justice s'ils votaient l'obligation vaccinale. Pourquoi? Parce que la justice allemande fait son travail contrairement à ce qui se passe en France. La justice allemande considère que les injections sont bien trop sujettes à de graves effets secondaires, à de graves conséquences, notamment la mort, pour qu'un pays
continue à s'engager dans cette direction à travers les décisions qui vont être prises par les représentants de ce pays, à savoir les députés. Donc, menace à peine voilée, non, même pas voilée, menace directe de la justice contre les parlementaires allemands s'ils se hasardaient à voter l'obligation vaccinale. En est-on là, ici? Je suis un abstention. J'ai renoncé à l'abstention il y a 2 ans en me disant, voilà, tu as assisté pendant 2 ans à les manifestations des Gilets jaunes, lâchement réprimées, qui a occasionné des dizaines, des milliers de blessés, des mutilés, des traumatismes, pas que des traumatismes crâniens, des traumatismes psychologiques. Tu t'es rendu compte de la lâcheté de cette police, qui n'est pas une police républicaine, qui est une police qui est devenue une milice au service d'un dictateur fasciste. Quel est le moyen, puisque le peuple ne dispose pas de la force publique? Au contraire, cette force publique s'en prend au peuple. Quel est le moyen? Le moyen, c'est d'utiliser les outils, les armes qui figurent dans nos institutions, c'est-à-dire le vote. Et j'ai mis entre parenthèses mon abstentionnisme en me disant il faut axer tous nos efforts sur l'élection présidentielle, motiver les gens et surtout que ces gens prennent bien conscience de l'extrême danger de ce Macron qui est un psychopathe tel que décrit par le professeur Seghatori et d'autres psychiatres. Psychopathe qui sert les intérêts du mondialisme, du nouvel ordre mondial. Et donc j'ai mis en sommeil mon abstentionnisme et il m'a fallu faire un choix entre les divers candidats potentiels au départ et ensuite déclarés. Pour moi, il y avait une poignée qui m'intéressait. Le souverainiste, Asselineau. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a compris la supercherie criminelle de cette Union européenne. Et ça n'est pas être contre l'Europe que de lutter contre cette Union européenne totalement vérolée et corrompue. Voyons, nous sommes dirigés par une Van der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui n'a aucune légitimité populaire, qui n'a jamais été élue, qui n'a jamais sollicité les suffrages directement des Européens. Comment? Mais c'est un pouvoir arbitraire. Ce n'est pas nous qui avons désigné cette personne, qui prend des décisions à notre place qui ne nous conviennent absolument pas dans tous les domaines, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan social. Toutes ces décisions, toutes ces directives qui sont prises par la Commission européenne, avalisée par le Parlement européen qui ne sert souvent à rien, sont des décisions qui vont contre notre volonté, contre notre intérêt, contre notre bien-être et qui sont retraduites par les pseudo-pouvoirs des pays adhérents à l'Union européenne, des 27, notamment le français, retraduites dans les lois françaises. À la hâte, par Macron, bien sûr. Ben oui, parce que tout ça, c'est corruption, magouille. Il n'y a que leur fil conducteur à ces gens-là, c'est se faire du fric un maximum. C'est tout, il n'y a pas d'autre. Alors voilà, quel est le problème? Quel a été le problème pour moi, l'abstentionniste? Eh bien, c'était de faire le bon choix. Donc, j'ai découvert en Asselineau, que je suivais il y a déjà une dizaine d'années, mais de loin, j'ai trouvé en Asselineau un homme déterminé à faire comme nos amis britanniques en 2016, eh bien, à quitter cette Europe corrompue qui ne nous veut pas du bien. Asselineau, le Frexit. Ensuite, il y a eu également Dupont-Aignan, il y a eu Philippot. Philippot parce qu'il a pris un engagement admirable, remarquable, comme Dupont-Aignan, lui, à l'Assemblée, contre cette fausse crise sanitaire, contre le pass sanitaire, contre ces lois infâmes prises par Macron pour nous faire croire que notre santé était en danger alors qu'il n'en était rien. En tout cas, pas dans les proportions catastrophiques annoncées, certainement pas. Nous en avons désormais toutes les preuves statistiques qui sont fournies par d'éminents épidémiologistes. Donc il y a eu ces gens-là qui m'ont interpellé parce qu'ils se sont engagés contre cette instrumentalisation de la crise sanitaire par Macron. Puis il y avait les humanistes incarnés par
principalement le parti de gauche de Mélenchon. Programme social auquel je suis toujours immensément sensible, parce que je pense qu'il faut s'intéresser d'abord à ceux qui sont le plus en difficulté, qui souffrent le plus, qui manquent de moyens, qui manquent de fric tout simplement pour vivre. C'est simple. Est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire que Asselineau, par une magouille scandaleuse, n'a même pas pu se présenter, y compris Philippot. Dupont-Aignan y est parvenu, probablement grâce à ses réseaux, mais Dupont-Aignan n'a pas brillé comme certains le prétendaient. Et je supposais bien qu'il aurait beaucoup de mal. Celui qui est arrivé, c'est Mélenchon. Mais à partir du début de l'année 2021, j'ai été atterré de constater que Mélenchon marchait dans la combine de Macron. Tout en prétendant le contraire, tout en vociférant à l'Assemblée nationale, tout en faisant croire qu'il était un opposant à toutes ces lois, inventant même un néologisme parlant d'Absurdistan. Oui, bravo, mais dans les faits, qu'ai-je pu remarquer? Qui m'a fait sauter de mon fauteuil, hurler. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ils tiennent un discours qui ne correspond pas à leur attitude, à leurs actes. Les masquer, masquer la muselière en permanence, en toutes circonstances. Et on se précipite à l'injection. Mélenchon lui-même, tout en disant non, c'est pas bien, ceci, cela. Il y avait une attitude à tenir. Il fallait créer un bloc, et je l'ai défendu bec et ongle, un bloc souverainiste humaniste, en dépassant tous les clivages, en dépassant tout ce qui est dogmatique, les œillères, et Dieu sait qu'il y a des dogmatiques à la France insoumise, des dogmatiques, des intellectualistes qui sont de faux intellectuels. Quand je vois que l'on prête attention au Mélenchon et une grande partie des insoumis aux lois qui risquent de menacer, les lois prises par Macron qui risquent de menacer l'enfance à travers... vous savez, des lois pernicieuses, autant que dangereusement permissives, qui tendent à, contrairement à ce que dit Poutine, qui tendent à nier la nature, nier qu'il y a, par exemple, deux sexes différents, avec des chromosomes différents. Et ensuite, au cours des derniers mois de campagne, éclate cette affaire de l'Ukraine, et je vois Mélenchon prendre fait et cause pour l'Ukraine de Zelensky, exclusivement. Zelensky, qui est, comme Trudeau au Canada, qui est l'équivalent de Macron, voire plus dangereux peut-être encore que Macron, pour l'Ukraine, alors qu'il est établi que l'Ukraine est phagocytée par deux mots, l'OTAN qui est là, en Ukraine, a installé des bases pour déstabiliser la Russie, alors que la promesse avait été faite en 1991 que l'OTAN resterait bien tranquille et ne perturberait pas les frontières russes et ukrainiennes. Et les nazis, mon sang n'a fait qu'un tour. Voyons, sans prendre nécessairement parti, mais je dis quel manque de discernement, quel manque de lucidité de la part d'un personnage qui prétend être notre président. À qui la faute? Cela faisait 8 ans que les nazis dirigés par Zelensky et d'autres avant lui massacraient les populations du Donbass, les populations russophones au sud-est de l'Ukraine. Cela faisait 8 ans que Poutine prévenait, mettait en garde, attention, n'allez pas plus loin, attention, n'allez pas plus loin. Mais Poutine a à sa disposition des services secrets qui travaillent. Il était très bien informé, surtout des intentions belliqueuses, bellicistes de l'OTAN. Et voilà maintenant que celui que je préconisais comme étant un bon président parce qu'il défendait un excellent programme, surtout sur le plan social, tombe dans la combine de Macron. Alors que Macron n'a plus aucun crédit à l'international, que Macron est identifié pour ce qu'il est, alors qu'il y a une affaire Bréchel pendante qui montre à quel point nous sommes dupés, trompés.
par ce personnage. Je dois dire aussi autre chose, et là je prends le temps qu'il m'est nécessaire, hein, ceux qui décrocheront, décrocheront. Vous savez, j'y ai fait allusion dans une vidéo précédente. Comment pouvez-vous prétendre défendre efficacement, utilement des gens alors que vous n'avez jamais eu leur vécu, que vous ne connaissez pas concrètement leurs difficultés parce que vous n'avez pas eu à subir ce qu'ils ont subi? Voyons, sociologiquement, par exemple, la France insoumise, ses militants, ses sympathisants, ses adhérents sont majoritairement issus de professions protégées. Loin de moi l'idée d'attaquer par exemple les fonctionnaires. Pas du tout, moi je voudrais que... Je n'ai rien contre les fonctionnaires, simplement j'aimerais bien que ceux qui ne sont pas fonctionnaires bénéficient de la même tranquillité d'esprit, de la même protection sociale que les fonctionnaires. Sans être fonctionnaire, c'est tout. Sauf que voilà, ces gens se vantent de défendre les classes populaires, de défendre les gens au RSA, les chômeurs, les jeunes, etc., sont souvent des personnes qui ont des revenus qui dépassent les 2000 euros, 2500 euros, 3000 euros, voire 4000 euros, qui sont à la retraite, des retraites douillettes, vous voyez. Et bon, ils se targuent d'être des gens qui défendent des programmes tout à fait sociaux, qui vont libérer les gens. Oui, mais quand il s'agit de mettre un coup de pied dans la fourmilière comme ils auraient dû le faire au moment de cette fameuse pseudo-crise sanitaire en disant « halte là, non, là il y a escroquerie, il y a mensonge, on a des informations, les plus grands professeurs nous disent attention, là il y a manipulation, faites très attention, on n'est pas face à ce que Macron prétend ». Vous voyez bien un peu les incohérences des décisions au fil du temps. Une fois, il faut porter le masque, une autre fois, il ne faut plus le porter, une autre fois, c'est ceci, une autre fois, c'est cela. Maintenant, nous avons toutes les statistiques qui prouvent qu'il y a eu effectivement manipulation énorme et escroquerie avérée. En dépit de ces informations vérifiées, émanant de personnes spécialistes, des médecins, des professeurs, eh bien, ces gens de la France insoumise, ces gens au statut protégé, confortable, se prétendant les défenseurs ou défenseuses des plus pauvres, des plus défavorisés, sont entrés dans la combine macronienne. Ils ont partagé les folies de ce Macron, au lieu de s'opposer comme l'ont fait courageusement Florian Philippot, battant le pavé toutes les semaines, pendant un an et demi, comme Dupont-Aignan, le non-vacciné, qui a ferraillé également à l'Assemblée nationale pour son compte, et Asselineau, de l'UPR, mettant en doute toute cette désinformation, bien sûr, déversée à l'envi par des médias complices qui avaient tout intérêt à faire passer l'imposteur, l'usurpateur. Il n'y a plus de parti communiste qui représentait, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il n'y a plus de parti communiste. Une escroquerie supplémentaire. Je me souviens du Parti communiste dans les années 60, 50, 60, 70, bien implanté, à qui les braves gens, les ouvriers, les employés, les petits fonctionnaires pouvaient s'adresser, et ils traduisaient ça dans ses propositions. C'était simple, c'était clair, c'était direct. Maintenant c'est le jeu, ils sont entrés dans le jeu des politicards, des petits politiciens. Vous savez, si vous étiez petite souris et que vous assistiez aujourd'hui aux négociations de boutiquiers, d'épiciers entre les uns et les autres, parce que la France insoumise a oublié qu'elle a été injuriée, les faux écolos ont cessé de mettre des bâtons dans les roues à la France insoumise, que les communistes ont cessé de mettre des bâtons dans les roues à la France insoumise. Non, aujourd'hui, c'est la grande réconciliation de ces gens-là. Mais attendez, pourquoi faire? Comment voulez-vous que les gens qui savent que, par exemple, les écolos sont pour la vaccination obligatoire, que la France insoumise, une grande partie de la France insoumise est pour la vaccination obligatoire, que les communistes sont pour la vaccination obligatoire, sans parler des socialistes s'ils existent encore? Comment voulez-vous qu'ils puissent prétendre obtenir
des majorités aux élections législatives futures. En continuant à tromper les gens sur leurs intentions et sur leurs positions. Comme nombre d'entre vous, lorsque j'ai déposé un bulletin dans l'urne Mélenchon, je déposais un bulletin pour son programme social. Voulez-vous maintenant que je dépose un programme pour un programme qui va être pollué, vicié par les amendements de ces petits politicards à la semaine, les faux écolos, les faux communistes et les vrais socialo-traîtres. Pas du tout. Moi, je veux l'original. Tant qu'à faire, je veux l'original. Pas de pollution. Donc, il est hors de question de se prononcer pour un programme qui va être totalement pollué. Leur analyse est totalement fausse. Elle est dépassée. Elle est anachronique. L'analyse politique qu'ils font, ils oublient des données concrètes. Par exemple, à mon modeste niveau, j'ai réussi à convaincre combien? 100, 200, 1000, 2000, 10 000, 100 000 peut-être personnes qui n'avaient aucune affinité particulière avec Mélenchon et qui ont franchi le pas et qui ont voté pour lui au premier tour. Sans compter les hésitants même de la France insoumise. Parce que ces hésitants avait bien décelé la compromission de Mélenchon avec Macron à propos de cette fausse crise sanitaire. Voyons que Mélenchon était dans cette compromission, avalisait les lois de fait, proposer les lois liberticides et répressives proposées par Macron. Combien? À mon modeste niveau. Croyez-vous que vous allez retrouver ces voix-là aux élections législatives? Non seulement vous n'allez pas retrouver ces voix-là, mais vous allez perdre une quantité conséquente de voix de gens qui étaient acquis à votre cause. Quand bien même vous proposerez un programme qui sera le plus social. Parce qu'il y a d'autres camps qui vont se présenter. Il y a l'UPR qui a son mot à dire, qui pourrait faire un effort sur le volet social, ou d'autres. M. Asselineau peut faire un effort sur le volet social. De Gaulle ne l'a pas empêché, cela. Au contraire, il l'a favorisé, contrairement à ce que certains se plaisent à dire. Voilà, mon propos est un peu long, mais je considère qu'il est nécessaire d'avoir une réflexion de fond. Je ne me prononce pas. Je suis un abstentionniste. Je pense que sur le moyen terme, c'est probablement en dehors des lignes imposées que se jouera le destin de la France, imposé par la Constitution. Parce que ceux qui sont appelés à faire tourner les institutions sont aux trois quarts des gens corrompus. C'est ce que redoutait donc Simone Veil, les partis politiques qui portent en eux les germes de la corruption. Donc, mon inclination vers l'abstention reprend de la force. Je n'ai rien décidé pour l'heure. J'attends de voir arriver notamment l'UPR d'Asselineau et Florian Philippot et Dupont-Aignan, y compris Jean Lassalle, qui m'a favorablement impressionné dans ses prises de parole, ses prises de position, à l'exclusion des autres. À l'exclusion des autres, je reste dans l'expectative par rapport à l'Union populaire, la France insoumise, dans l'expectative, dans l'observation. J'attends les déclarations, mais de toute façon, il est clair que je ne vois pas d'un bon œil un accord de gouvernement très opportuniste entre des gens faux écolos favorables à la vaccination obligatoire, des gens faux communistes favorables à la vaccination obligatoire, des faux socialistes favorables à la vaccination obligatoire et la France insoumise
où dans ses rangs, une grande partie est favorable à la vaccination obligatoire. Le critère principal, j'y reviendrai, mais le critère principal, c'est levée immédiate de l'état d'urgence sanitaire. Immédiatement, toutes les lois de Macron doivent être annulées, supprimées, abrogées. Ceux qui ne proposeront pas ça n'auront pas ma voix. Voilà. Ils n'auront pas ma voix. Je déclinerai plus en précision, mais ensuite, le social. Revalorisation du SMIC, 1400 € net ou 1500 € net. Minimum vieillesse, même niveau, 1400, 1500 € net. Revenu minimum pour tous, 1000 €, 1200 €, y compris pour les jeunes. La retraite à 60 ans, ça je prends. La retraite à 60 ans. Sur le plan international, on quitte l'OTAN, on quitte le commandement intégré de l'OTAN, on se débarrasse de cette gangrène vérolée de l'OTAN qui veut nous mener vers la 3e guerre mondiale. L'OTAN, on arrête. Et bien sûr, alors là c'est essentiel, le Frexit, on quitte l'Union européenne. On quitte l'Union européenne. Enfin, celui qui va compter énormément, c'est la réparation due par les criminels macroniens au peuple français, qu'il a floué, qu'il a blessé, qu'il a assassiné pendant 5 ans. La réparation, levée de l'immunité présidentielle pour Macron. La destitution de Macron en vertu de l'article 68 de la Constitution. La destitution de Macron. La destitution de Macron. Ceux qui ne s'y engagent pas n'auront pas ma voix. Destitution. Levée de l'immunité parlementaire pour le mandat des 5 ans qui viennent de s'écouler là. Pour tous les macroniens et tous ceux qui ont voté les lois, pas que les macroniens, tous les députés qui ont voté les lois liberticides, répressives de Macron. Tous ces gens-là devront être poursuivis au pénal et punis le plus sévèrement possible. Voilà. Voilà les conditions pour que je revienne voter. J'y réfléchis encore. Mon propos a été lent, mais j'avais besoin de vous expliquer un peu plus en profondeur mon ressenti. Ma position n'est pas encore définitivement arrêtée. J'attends, comme je le répète, j'attends de savoir comment se positionnent notamment les partis souverainistes. Bon vent à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous.